Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, après le C3, le C4, on a le C5, Aircross, hybride rechargeable. Donc comme d'habitude, je vais vous le présenter en détail. On va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, voir toutes les options, voir ce qui change comparé à une voiture normale avec le moteur hybride. Et ensuite, aller faire un tour sur route nationale, départementale et autoroute. Et voir aussi tout ce qui est consommation et combien de temps on peut tenir en électrique. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Alors, on commence par l'avant. Donc sur l'avant, on l'aura reconnu, c'est un Citroën, c'est assez caractéristique. Donc on a ici des bombages, ici dans le capot, comme si c'était appuyé, enfoncé à cet endroit-là. Donc on en a deux, un de chaque côté, comme on avait un peu sur le C4. On a les phares de jour LED ici, que je vais vous allumer. Alors, juste ici, on a des phares LED pour la journée et on a des phares full LED sur cette version aujourd'hui, juste en dessous. On a donc le grand bandeau Citroën et cette fois-ci, différemment de la nouvelle C4 et la nouvelle C5, on a le grand bandeau ici qui fait le tour et différemment de la nouvelle C3 et de la nouvelle C4, eh bien cette fois-ci, il n'est pas en forme de X et il reprend vraiment le tour donc des feux ici de jour. Et donc en fait, c'est comme si ça faisait une seule partie, donc qui faisait le Citroën qui fait le tour et qui revient. C'est plutôt sympa esthétiquement. En dessous, donc, on a des petits rappels chromés juste ici, donc sur cette grille. Donc une grille qui est ouverte seulement juste ici, mais qui est fermée à cet endroit-là. Donc on a un petit peu d'air qui passe pour les refroidir là, ainsi que plus bas. On a la caméra ici, donc comme sur les autres, on a une sorte de fausse caméra 360, puisque elle prend en compte les caméras avant et arrière, et quand vous bougez, elle mémorise pour vous faire une vision 360. Mais c'est plutôt efficace, et ce qui est bien, c'est qu'on a à l'avant et à l'arrière. L'intégration, bon, on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, mais ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est bien centré. Au moins, c'est cool. En dessous, ici, on a le gros capteur. Donc ça, c'est pour le front assist, pour les détections de collision et freinage d'urgence, mais ça sert aussi sur cette voiture avec les caméras que vous avez juste au-dessus du rétroviseur dans le pare-brise à avoir l'aide de conduite de niveau 2, donc avec le régulateur adaptatif et le maintien dans les fils. Ça, c'est vraiment top. Je vous montrerai. Personnellement, j'adore ça. Pour moi, c'est devenu quasiment obligatoire. Ensuite, donc, on a ce pare-choc ici, donc tout en plastique, noir, avec un peu plus bas, donc des ampoules ici pour les feux anti-brouillard. Et on a des rappels ici, comme on avait par exemple sur la C3, avec des petits bouts couleur émeraude. Alors ça, c'est une couleur que je trouve qui colle super bien avec le blanc. Et on a des petits rappels sur le côté, je vous montrerai ça juste aussi après. Sinon pour l'avant, voilà, quelque chose d'assez simple. Alors, sur le côté, comme on pourra le voir, on a le petit rappel ici avec le rappel que c'est une version hybride, donc toujours couleur émeraude, j'adore, c'est super joli. Ça, cette finition un peu mat, j'adore. Avec le blanc, je trouve ça parfait. Donc ça nous rappelle qu'on a une version hybride. Ensuite, donc là, on a une sorte de biton, donc avec le toit noir. Pareil, du noir sur les montants ici et une grande bande chromée, donc qui refait le tour, mais qui ne revient pas jusqu'au bout, qui s'arrête juste ici. Donc ça donne des petites parties un peu sympas avec les barres de toit qui reprennent ici, donc qui ne sont pas du tout intégrées au début, qui laissent de quoi passer la main en dessous. Alors ça c'est bien, mais pas forcément bien. Des fois ça peut faire un petit peu de bruit à haute vitesse. On verra sur la route si ça en fait ou pas. On a une voiture qui me fait penser, surtout sur l'arrière ici, avec cette façon d'être coupée de cette façon, qui me rappelle un petit peu le 5008 de chez Peugeot ou le GLB, avec cette fin qui se finit vraiment toute droite. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus incliné que vraiment droit. Mais de l'arrière, donc vraiment face arrière que je vous montre après, je trouve ça plutôt sympa. Mais de côté, c'est pas forcément ce que je préfère. Ensuite, donc, on a les poignées Tifrigo avec le petit bouton sur lequel on appuie qui est sensitif pour fermer le véhicule. On a du plastique qui entoure les roues et tous les bas de caisse. Donc, on a toujours les petits air bumps là ici, enfin qui ressemblent à des air bumps, qui donnent ce côté un petit peu baroudeur à cette voiture, avec pareil le petit rappel ici sur cette version hybride.
On a des jantes en 19 pouces sur ce modèle, qui sont plutôt sympas, mais avec des pneus quand même à flanc assez haut, donc qui préservera tout de même le confort de cette voiture. Et aussi, donc on a suspension sur ce C5 Aircross à butée progressive, donc butée hydraulique progressive, ça veut dire que selon le choc, eh bien, il y a la butée qui va s'adapter et ça va rendre la voiture ainsi un peu plus confortable. De ce côté-là, on aura la trappe pour pouvoir recharger la voiture. Donc, au niveau de la recharge, on aura plusieurs choix, soit sur des prises un peu plus rapides, soit sur la prise domestique. À la maison, il faudra compter environ 7 heures pour une recharge complète. Et sur une prise rapide, il faudra compter environ 2 heures. Pas de prise combo ou autre là-dessus, c'est juste la prise simple qu'on pourra brancher vraiment partout. Et de ce côté-là, on pourra mettre de l'essence, donc 95 ou 98, et on y mettra 43 litres d'essence. Et donc, sur l'arrière, donc comme je vous disais, moi j'aime bien cette face arrière, donc qui est quand même assez grosse, assez imposante, et ça pourrait rappeler sous certains angles un peu les mini Clubman, je trouve, donc avec cette façon vraiment droite et ces grands phares. La forme que ça me rappelle un petit peu les mini. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis le seul ou si vous pensez aussi que ça ressemble à ça. Au niveau des phares, donc là, on a 4 rectangles séparés. Alors je trouve ça vraiment très joli et ça s'allume entièrement. Donc là, on a du LED et je trouve ça vraiment très très sympathique. Ça donne un effet dimension 3D. Je vais essayer de vous le filmer pour vous retranscrire ça, mais c'est quand même très sympa. Sinon, donc un petit léger béquet à l'arrière ici qui intègre le 3e feu stop, un tout petit essuie-glace. Alors ça me fait rigoler à chaque fois ces tout petits essuie-glaces sur ces petits pare-brise arrière. On verra qu'on a plutôt une bonne vue sur la visibilité arrière une fois qu'on est à l'intérieur. Le rappel donc du logo Citroën, donc maintenant hop, qui est gros, assez arrondi. Le rappel Citroën, hybride sur le coin gauche là-bas et C5 Aircross ici, au cas où vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez. Un gros pare-choc ici, tout en plastique, avec ici sur les côtés des faux pots d'échappement. Donc c'est juste des petites signatures chromées et le pot d'échappement est caché lui bien en dessous. Des petits radars de recul et la caméra ici qui est intégrée à cet endroit-là. Au niveau du coffre, on a le haillon automatique et dans le coffre, on aura 460 litres. Donc 460 litres ici et en dessous, on a encore un petit peu de rangement. Juste en dessous, donc j'ai de quoi ranger mes câbles pour la recharge à la maison et aussi un petit peu plus loin, le gros câble pour recharger sur les bornes avec le kit anti-crevaison et en dessous on aura 33 litres de rangement. Bon, qu'est-ce que ça donne 460 litres de chargement? Ah ouais, c'est plutôt spacieux. Et selon comment je vais moduler les sièges arrière, je pourrais avoir jusqu'à 600 litres. On a les banquettes coulissantes que je vous montrerai à l'arrière, les 3 coulisses de 15 cm chacune. À l'arrière, on a également une petite prise 12 volts juste ici. Et donc on peut enlever ça. Alors ça c'est assez dur à enlever parce que c'est des caoutchoucs qui sont mis dedans. Alors j'ai toujours l'impression de le casser. Donc c'est suspendu par des petites ficelles. Mais c'est assez dur à enlever. Donc n'hésitez pas à forcer. La fois où vous allez l'enlever. Et pareil, lorsque vous allez le remettre, il faut forcer assez pour que ça se remette en place. Donc normalement celui-ci il bougera pas. Et c'est pareil, elle est en 2 parties. Et la deuxième partie, il faudra forcer assez pour pouvoir la décrocher. Et on aura des petits crochets aux 4 coins pour mettre un filet aussi. Petite chose que j'ai remarqué, donc comme vous pouvez le voir, moi je suis 1m80, ma tête touche ici. Donc si vous êtes vraiment très grand, je trouve qu'il aurait fallu qu'il s'ouvre un petit peu plus ce haillon, puisque selon comment vous êtes garé, si vous êtes dans l'herbe haute, tout à l'heure ça m'arrivait d'être vraiment à la hauteur du haillon. J'aurais bien aimé qu'il s'ouvre un petit peu plus. On a sinon le triangle de signalisation qui est juste ici. Et on peut avoir 2 choix, soit on peut appuyer sur le bouton qui permet de verrouiller lorsqu'on passe le pied sous le haillon, soit on peut juste appuyer pour fermer. Et pareil, on pourra avoir l'ouverture en passant le pied sous le haillon. Alors, sous le capot, ici, on aura un moteur 1,6 litre de 180 chevaux en essence avec la boîte EAT8 et on aura également un moteur électrique additionnel qui fera, lui, l'équivalent de 110 chevaux. Ça donne une puissance cumulée de 225 chevaux. Alors oui, ça ne se combine pas simplement 180 plus 110. Donc on aura 225 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un véhicule de ce type-là, surtout en famille. Au niveau de la batterie, on aura une batterie de 13,2 kWh, donc située sous la voiture, ce qui nous permettra, selon Citroën,
de faire entre 50 et 55 km en full électrique. Donc on verra aujourd'hui si c'est possible. Je vous dirai aussi les différences, mais concrètement les 55 km, ça se fait dans les conditions optimales en ville, seulement si vous faites de la ville sans dépasser les 50 km/h. Sinon, il faudra descendre si vous faites de l'autoroute. Donc on peut quand même aller sur autoroute jusqu'à 135 km/h en full électrique, mais on ne fera pas ces 55 km à 135 km/h. Donc on verra quand même pendant l'essai ce qu'on peut faire avec, mais les 50 km, ils sont atteignables dans des conditions comme aujourd'hui, quand il fait environ 20 degrés, donc aujourd'hui il fait un petit peu moins, mais aux alentours de 20 degrés en ville, fenêtre ouverte, sans utiliser la clim ou le chauffage, on pourra facilement atteindre les 50 km. Et au cas où vous faites du souci pour votre batterie, la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km, comme la plupart des véhicules du groupe ou chez quasiment toutes les autres marques, c'est à peu près ça, c'est 8 ans la plupart du temps. Et sur cette voiture, donc on aura un seul moteur électrique qui se situe à l'avant, donc qui entraînera également les roues avant. Au niveau de la taille de la voiture, on est sur 4,50 m de long, 1,97 m de large sur 1,69 m de haut, donc là avec les barres de toit. Et au niveau du poids, on sera sur environ 1750 kg. Au niveau du tarif de ce véhicule, donc pour la version hybride avec le moteur électrique plus le moteur thermique, on commencera à un prix de 39 950 €. Pour le modèle présenté aujourd'hui, donc avec le beau blanc nacré qui est une option à 850 €, le toit ouvrant, plus le pack, etc. Donc dans la finition la plus haut de gamme, on sera sur un véhicule à 49 990 €. Donc ça, c'est le prix affiché. Bien sûr, on a toujours le droit à une petite négociation avec son concessionnaire. N'hésitez pas à lui demander, au cas où. Hop. Alors, pour l'arrière, donc je rentre très facilement. Donc quand je m'assois, pas énormément besoin de baisser la tête. Ça, c'est agréable. La porte est assez proche. Donc au niveau de l'ouverture, elle s'ouvre assez bien, hein, donc pour vous laisser rentrer facilement. Et donc je m'installe dans mon siège à l'arrière. C'est des sièges individuels. Donc on a 3 sièges différents et on est plutôt bien assis. La mousse est agréable au niveau du dossier. Donc on sent un petit peu ce matelassage ici. Donc c'est parce que la voiture aussi est très récente, hein, à mon avis. Mais on sent bien donc les rainures. Et une fois que j'y suis, eh bien, je suis bien installé. Au niveau de la tête, donc même en me mettant droit, je ne touche pas. Et ce que j'aime bien et ce que j'apprécie, c'est que là, on a le toit panoramique et ouvrant. Donc, il s'ouvre sur la partie avant. Et là, ça me laisse quand même une belle vision. Ça vient jusqu'ici, donc ça, c'est vraiment top. J'aurais peut-être aimé qu'il aille un petit peu plus loin, mais là, comme on a les barres de toit, ça joue aussi. Au niveau des genoux, le siège est réglé pour moi à l'avant. Donc, je fais 1,80 m. J'ai de la place aux genoux. Je peux même me mettre un peu plus relax, détendu. Il me reste toujours de la place. Pour les pieds, c'est top. On a un plancher qui est quasiment plat. On a juste ça d'épaisseur, donc concrètement, on va dire qu'il est plat. Sous les sièges, il y a un petit peu de place. Pas énormément, selon comment le siège sera avancé à l'avant et selon sa hauteur. J'ai des petites poches ici à l'arrière des sièges, un petit port USB en bas et la ventilation que je peux avoir ici, donc en réglant et en ouvrant directement à cet endroit-là. Sur le côté, donc j'ai un tout petit accoudoir, c'est vraiment pour poser le coude. Hein. Là, on peut mettre le coude, on ne mettra pas forcément le bras entier si on a des gros bras. Ensuite, on a des petits rangements qui ne sont pas forcément hyper accessibles, puisqu'ils sont vraiment cachés derrière le siège. Donc, ils ont préféré profiter de mettre une banquette un petit peu plus large et qu'on ait plus de place aux épaules plutôt que de se dire on va faire des portes beaucoup plus larges. Au niveau des sièges, donc comme je vous disais, on peut les avancer de 15 cm. Regardez, donc on peut vraiment l'avancer énormément. Et pareil, on peut régler sur beaucoup de positions. Donc ça permet vraiment en même temps d'élargir le volume du coffre à l'arrière et en même temps bien de pouvoir jouer un petit peu ici. Donc chaque siège est réglable individuellement. Donc celui-ci, par contre, lorsqu'il est avancé, comme vous pouvez le voir, eh bien, sera très compliqué hein, puisque vous aurez les genoux vraiment dans la ventilation, à moins d'avoir les genoux sur les côtés et que ce soit de personnes de petite taille qui conduisent à l'avant. Hop. Ce qui est dommage, c'est que ce siège, sa ceinture, elle est située tout là-haut. Bon, effectivement, quand on a 3 sièges séparés, c'est plus compliqué de la mettre sur la banquette. Mais elle est située tout là-haut, donc pour aller la chercher, hop,
de cette façon. Et ensuite, on attache un côté et on fait le tour au niveau de la taille. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est une fixation aimantée là-haut dans le plafond. Hop, donc ça ne bouge pas et pas besoin de le clipser quelque part. Donc le fait que ce soit des aimants, ça aussi c'est une bonne chose. On a des fixations isofix sur la gauche et sur la droite. Pas celui-ci, c'est dommage. Pourquoi? On peut rabattre facilement les sièges en tirant sur la petite languette juste ici. Et hop, là ça nous fait un plancher plat avec le coffre. Donc là, on a un énorme volume de chargement à ce moment-là. On a les fixations top taser juste ici. Hop, et comme vous pouvez le voir, lorsque je le remets, il ne se remet pas à l'inclinaison de base. Donc on peut avoir plusieurs réglages d'inclinaison. Hop, 2, 3, 4, 5. Donc 5 réglages d'inclinaison. Les appuis-têtes sont plutôt confortables, on peut les régler assez haut. Et voilà, on a notre petite lumière juste ici. Et au final, on n'est pas si mal que ça à l'arrière. Bon allez, je vous montre l'avant. Alors, à l'avant également, je monte facilement dans la voiture. Je vais chercher ma porte et je m'installe confortablement. Alors ça a toujours été un petit plus des Citroën, c'est vrai que ça a toujours été très confortable. Comme vous pouvez voir, donc là je me suis mis dans une position vraiment relaxe, pas forcément trop haute. Souvent quand on est en SUV, on aime bien conduire un petit peu plus haut. Moi j'aime bien conduire ça comme une voiture normale, donc me mettre dans cette position. J'ai un bel accoudoir central ici, donc séparé en deux, qu'on peut ouvrir de cette façon, et un bel accoudoir sur le côté, donc avec du cuir qui est franchement bien moelleux ici, donc ça ce sera agréable. Et ensuite donc le volant qui me tombe bien en main de cette façon. J'ai des petites palettes derrière, le sélecteur ici, et franchement je suis bien. Donc l'idéal c'est, je vous montre point de vue conducteur, un petit peu tout l'habitacle, et je vous présente tout ce qu'il y a ici avec les options. Allez, c'est parti. Point de vue conducteur, voilà ce que ça donne. Donc on a ce volant ici avec un petit mets-plat ici, un très léger mets-plat sur le haut. Donc ce que j'aime bien, c'est contrairement à Peugeot, ils sont un peu plus grands, ils font, je trouve, la bonne taille ceux-là. On a, comme je vous disais, des palettes à l'arrière, et ensuite donc les réglages sur le volant juste ici. Donc ça c'est une commande vocale. Je vais vous le démarrer. Hop, donc pied sur le frein, je démarre en appuyant sur le bouton Start Engine ici. Ça me démarre mes écrans, j'ai une petite animation ici. Donc ça va me servir à gérer les écrans que j'ai à l'arrière. Donc j'ai le choix entre plusieurs. Donc le mode conduite qu'on avait, navigation, donc qui va m'afficher une carte GPS au fond de l'écran. J'ai le choix avec le mode conduite, donc celui-ci, avec les aides à la conduite qui vont s'afficher à cet endroit-là, les consommations sur la gauche. Je vais avoir le mode cadran de cette façon. Alors les animations prennent un petit peu de temps, c'est joli, mais c'est un petit peu long des fois, donc si on veut que ce soit rapide, il faudra attendre un petit peu. Et le mode minimal, qui lui va vraiment être très minimaliste, comme son nom l'indique, avec juste quasiment la vitesse et le régulateur. Et on aura un mode personnel où on pourra personnaliser les deux écrans sur le côté. Donc là, je me suis mis mes flux, donc quand ça recharge, quand ça bouge, et à gauche, un contour. Donc c'est la seule façon d'afficher le contour, c'est dans le mode personnel et de se le régler. Donc ensuite, on a les touches pour le volume, donc monter le son de cette façon, et pour muet, il faut appuyer sur les deux en même temps. Donc ça, j'ai cherché assez longtemps, donc on touche les deux en même temps et c'est la touche muette. Ça, c'est pour régler les stations de radio, décrocher au téléphone et avoir la liste de la radio et SRC, c'est pareil. Derrière le volant, caché ici, on a pour avoir le régulateur et limiteur. Donc le régulateur, on le met sur cruise vers le bas, limiteur vers le haut. Le gap ici, c'est pour la distance qu'il y aura entre vous et le véhicule d'après. Donc ça, vous réglez loin, moyen ou court. Mémoire, c'est pour mémoriser, ou lorsque la voiture reconnaît les panneaux, vous appuyez sur même 2 fois et elle se mettra à la vitesse du panneau affiché. Ça, c'est pour activer ou désactiver. Et derrière, on a des touches pour jouer plus rapide ou moins rapide. Avec les aides à la conduite, hop, on passe juste ici. Donc là, vous pouvez voir l'assistant de maintien dans les lignes et la conduite automatique, donc de niveau 2. Ça, c'est pour le maintien dans les lignes. Ça veut dire que même si vous ne touchez pas au volant, la voiture reste au milieu. Ça, c'est juste pour vous prévenir que vous sortez des lignes. Là, c'est pour ouvrir la trappe à essence. Ça, c'est pour y mettre une petite carte. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, on a un tout petit rangement ici
pour mettre des petites pièces. Je vous montre le pédalier, donc en aluminium sur cette version. Très joli. Un très gros repose-pied. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Regardez, moi je fais du 45 et regardez, si je vais sur tout le côté, c'est top. J'ai vraiment de la place. Et je peux mettre mon pied comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est vraiment un gros plus. Sur le côté, donc des enceintes ici, le grand rangement à cet endroit-là. Donc là, il y a vraiment pas mal de place. La poignée de cette façon. Donc hop, je peux passer par là. Donc là, non. Hop. Les vitres, donc avec impulsion sur les 4 fenêtres. Le réglage des rétroviseurs. La petite poignée juste ici. Et les portes, donc toujours avec ces petits creux qu'on connaît bien chez Citroën. Donc là, on a du plastique un peu moussé. Et ensuite, on repasse sur du plastique dur un peu partout. Les aérations, donc on a 2 bouches comme ça. Hop, on règle ici et on règle ça de cette façon. Donc ça règle le haut et le bas. Une petite casquette en cuir, donc ça c'est sympa. C'est une petite finition supplémentaire, vraiment cool. Ici, on a du plastique dur tout le long qui ressemblait presque à du moussé, c'est dommage. On a pareil, donc les mêmes aérateurs aux 4 coins. Ici, une belle petite finition sympathique. Et on tombe sur cet écran. Ici, donc cet écran est bien sûr tactile. Et pour avoir accès à tous les raccourcis, ce sera grâce à ça. Donc radio, clim, navigation, voiture, téléphone, les applications Apple CarPlay ou Android Auto qu'on connectera juste en dessous, et les apps du véhicule et autres. On a les touches siège chauffant, donc réglables sur 3 positions pour passagers et conducteurs. Hop. Ensuite, en dessous, on a les réglages pour la clim, les raccourcis, donc dégivrage, en gros avant, arrière, éteindre la clim totalement, le verrouillage. Ça, c'est une touche pour programmer la ventilation et le chauffage dans l'habitacle. Ça, c'est les warnings qui sont cachés à cet endroit-là. Ça, c'est le bruit des warnings. Et ça, ici, c'est une touche de raccourci pour le mode électrique. Dans le mode électrique, donc on aura les flux. Donc lorsque vous allez rouler, je vous montrerai ça. Ça va dire si la batterie envoie de la puissance au moteur ou si le moteur renvoie ou si les roues renvoient lorsque ça freine avec le freinage régénératif à la batterie. On a les statistiques ici, on a les options de charge et on a le mode e-save. Le mode e-save, lui, va permettre de pouvoir recharger la voiture lorsque vous roulez. Et vous allez pouvoir lui demander une réserve d'énergie de 10, 20 ou le maximum de kilomètres. Pour l'activer, ce sera très simple. On touche ici et ça démarrera le moteur lorsqu'on va rouler. Un peu plus bas, comme je vous disais, on a un endroit pour connecter son téléphone en Apple CarPlay ou Android Auto. On a une prise 12 volts. On a le chargeur par induction pour le téléphone ici. La touche pour démarrer la voiture. Les drive modes, donc on a 3 modes, sport, électrique ou hybride. Ici, on a le sélecteur de vitesse, donc on a parking de cette façon. Lorsqu'on appuie ici, drive, neutre ou reculé. Et on a un petit mode B. Le mode B, ça servira à régénérer un peu plus d'énergie lorsque vous relâchez simplement la pédale d'accélérateur et ça fera un frein moteur grâce au moteur électrique. Le frein de stationnement ici, donc électrique. Un rangement assez pratique ici sur lequel on peut mettre de cette façon son téléphone par exemple. Ensuite, on aura 2 porte-gobelets qui s'illumineront de nuit et ici le grand rangement comme on trouvera dans d'autres véhicules du groupe, donc avec la réfrigération à l'intérieur, une lumière, et là on pourra mettre des grandes bouteilles, c'est bien pratique, et on a un petit rangement ici que l'on peut enlever facilement. Ça c'est top en tout cas comme rangement. À droite, on a encore un rangement dans la boîte à gants, donc, qui est profond seulement sur la gauche, pas sur la droite, c'est dommage, mais là on remettra encore une grande bouteille facilement. Hop. Et sinon voilà à quoi ressemble la porte. Et les sièges ressemblent à ça. Donc un gros appuie-tête ici qui est plutôt confortable. Donc on règle avec le bouton sur le côté. Et des sièges donc mi-cuir, mi-tissu. Donc avec quelques petits rappels. Donc un petit peu d'orange, un petit peu de gris, un petit peu de gris clair foncé. Donc on a vraiment pas mal de tons. C'est plutôt sympa avec fixation Isofix à l'avant. Et donc cette partie ici qui sera en sorte de cuir. Au niveau du rétroviseur, on a un beau rétro borderless, ça c'est top, ça fait quand même beaucoup mieux que les rétros avec le gros bord autour. Ensuite, on a les touches ici SOS, assistance Citroën, et là c'est pour les ceintures. Ensuite, les éclairages,
on pourra voir de cette façon ou éclairer individuellement. Merci Citroën d'avoir mis une LED blanche plutôt que jaune comme dans la C3. Ici, c'est les réglages pour le toit ouvrant. Donc hop, je peux fermer le store, ouvrir ou ouvrir le toit de cette façon. Et là, on profitera du beau soleil. On en profite, regardez-moi ce ciel bleu, c'est beau. Bon allez, c'est parti, on va faire un tour, on va voir ce que ça donne. Bon allez, il ne reste plus qu'à aller faire un petit tour, voir sur route ce que ça donne, ce petit joujou de 225 chevaux. Allez, hop. Donc, comme on a dit, il y a un mode électrique et il y a un mode thermique et il y a un mode combiné. Donc, pied sur le frein, j'appuie, ça me démarre les écrans, ça me démarre tout. Le bip bip, c'était pour me dire que le véhicule est démarré. Système hybride actif que j'ai au fond de l'écran. Et voilà, la voiture est prête. Donc, il n'y a pas un bruit. C'est le silence complet. Donc ça, c'est vrai que c'est super agréable pour ça, l'électrique. Donc, pied sur le frein. Alors, comme je disais, j'ai deux modes drive ou B. Donc, B, c'est pour break. Drive, c'est drive comme une boîte automatique normale. Donc, sur ce modèle, on a la boîte EAT8, donc qui est bien connue dans le groupe PSA, enfin le groupe Stellantis maintenant, qui nous permet, hop, de partir. Donc là, je suis en D, je vais me mettre en B, puisque je préfère, quand je relâche la pédale d'accélérateur, qui est du freinage. J'accélère, le frein à main se desserre automatiquement, enfin le frein de parking, et c'est parti dans le calme. Fermeture automatique des portes, vérification porte côté opposé, et donc là je roule en tout électrique. Donc je suis parti sur le mode électrique. Comme je vous disais, il y a trois modes de conduite: électrique, hybride ou sport. Donc on va commencer par le mode électrique pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Donc là il me reste beaucoup moins que la moitié de la batterie, mais j'ai pu expérimenter aussi combien de temps on pouvait vraiment tenir avec la batterie pleine. Donc j'ai pris le véhicule ce matin, il faisait un peu moins de 10 degrés, ça joue la température énormément sur les performances de la batterie et surtout sa durée de vie, puisque c'est comme un chauffage à la maison. Eh bien, le chauffage d'une voiture, ça consomme beaucoup d'électricité. Là vous avez les flux d'énergie, donc par exemple, hop, vous voyez, ça change, ça passe du vert au bleu. Donc selon quand j'accélère, donc c'est bleu pour vous dire que la batterie envoie de l'énergie aux roues à l'avant. Quand je relâche, c'est vert pour vous dire que ça recharge la batterie. On est sur une petite route pas mal dégradée. Les suspensions restent vraiment confortables. Donc avec ces suspensions à butée progressive, Citroën a fait quelque chose de vraiment sympa, comme on a pu le voir sur le C4 également. Donc c'est vrai qu'on a des voitures confortables. Donc là, j'ai un gros dos d'âne, hop. Voilà, je le sens quasiment pas. Donc c'est vrai, c'est un beau petit plus. Hop. Au niveau réaccélération, même en mode full électrique, eh bien la pédale est quand même assez sensible. Ça relance vraiment dynamiquement, hein, puisqu'au final, ce qui est annoncé, c'est qu'on aurait 110 chevaux grâce au moteur électrique, donc ce qui est largement suffisant, hein, dans quasiment tous les cas 110 chevaux. Et regardez, si je relance, hop, 30, 40, 45, 50, 56. En fait, ça va tellement vite, et en plus, comme on est dans le calme, on n'a pas l'habitude de ne pas avoir de bruit, donc au final on s'en rend vraiment pas compte de la vitesse. Donc là je vais mettre à 50. Donc comme je disais, j'ai le régulateur adaptatif avec le maintien dans les lignes. Regardez, par exemple, là je touche à rien, les lignes sont détectées grâce au petit bouton avec le volant. J'ai un volant vert qui s'affiche au tableau de bord, et là je touche à rien. 50 km/h, la voiture gère tout toute seule. Pareil, dans les bouchons, elle s'adaptera avec cette option de régulateur adaptatif et de conduite autonome à tout ce qui va se passer devant. Donc dans les bouchons, en ville, sur autoroute, c'est franchement l'idéal. Personnellement, moi je ne peux plus me passer de ça. C'est vraiment indispensable pour moi sur un véhicule en 2021. Si vous pouvez, bien sûr, hein, prenez cette option. C'est franchement l'idéal. Donc à 50 km/h, c'est top. Je vais mettre à 70. Donc hop, la voiture relance d'elle-même jusqu'à 70. Toujours sans bruit. Et regardez, c'est hyper confortable. Donc à 70 km/h, pas un bruit. Très légèrement un bruit de roulement. Mais au final, c'est vraiment bluffant. Donc je peux me désactiver le régulateur. Alors ça par contre j'aime bien,
puisque lorsque je désactive le régulateur, ça retourne en mode B. Il y a certains véhicules, lorsque vous désactiviez le régulateur, ça repassait en mode D. Donc là, si vous êtes en mode B, ça repasse en mode B. J'aime bien, ça c'est une bonne chose. Allez, un gros dodan ici. Alors, franchement, c'est suspension, j'aime bien. Donc c'est une façon de faire vraiment propre à Citroën. Ça va bien amortir, ça va pas hop rescouer ou autre. Franchement, j'aime beaucoup l'amortissement de ces voitures. Donc en ville, on a un véhicule plutôt maniable, donc une direction qui est vraiment bien assistée. Donc c'est hyper léger, on peut vraiment y aller du bout des doigts. Donc regardez, par exemple là je me remets mon régulateur adaptatif, je me remets à 50, hop, et la voiture donc va suivre ce qui va se passer devant. Donc ça, c'est vraiment très agréable. On fait toujours attention, hein, c'est nous le maître du véhicule. Donc là par exemple, ça va ralentir, hop, et la voiture ralentit toute seule. Donc je touche vraiment pas aux jambes, hein. Ça c'est quand même hyper agréable. Donc là on est sur le mode électrique. On va passer sur le mode hybride. Donc le mode hybride, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Pas forcément grand chose, puisque le mode hybride va prioriser, lui, le mode électrique également. Donc, lorsqu'il peut, il va utiliser la batterie jusqu'au bout de la batterie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il reste 0%, et ensuite, il sera en mode hybride. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque petit freinage que vous allez faire, quand il n'y aura plus de batterie, eh bien la voiture va régénérer un petit peu, et ensuite relancer cette petite dose d'énergie pour aider le moteur thermique à relancer. Et en fait, ça jouera comme ça avec le moteur thermique quasiment tout le temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi le mode hybride. Et ensuite, on a un mode sport. Le mode sport, je vous montre un petit peu après sur une route un peu plus dégagée. On fera des tests d'accélération. Donc le mode hybride, c'est aussi un très bon compromis. Et on a aussi le mode, comme je vous ai dit, e-save. Donc là, par exemple, je suis dans le mode flux et énergie. Donc j'ai ma petite touche sur le côté ici avec l'éclair qui m'amène à ce menu d'énergie. Donc j'ai mes statistiques avec mes consommations d'essence et d'électrique. Par exemple, là, ça me dit, voilà, sur les derniers kilomètres, j'ai consommé 0 litre au 100. Et oui, 0 litre au 100 puisque j'ai roulé que en électrique. Donc ça, c'est vraiment top, puisque si par exemple vous faites, allez, 20, 30, 35 km tous les jours, vous pouvez recharger votre voiture à la maison tous les soirs et repartir en mode full électrique tous les jours, par exemple, pour aller au boulot et vous consommez 0. Ça, c'est quand même vraiment sympa. Donc j'ai mon mode e-save ici. Donc le mode e-save, comme on disait, j'ai le choix sur 3 positions. Soit je veux qu'il me reste toujours 10 km d'électrique. Par exemple, je fais de l'autoroute, quand j'arrive dans les villages, dans les villes, je sais que j'ai 10 km d'autonomie électrique, ça fait pas un bruit, c'est calme, c'est silencieux, ça consomme pas, ça pollue pas. Soit 20, soit le max. Donc là, je l'ai réglé sur max et je vais l'activer. Donc lorsque je l'active, là, ça m'a démarré mon moteur thermique. Donc peut-être que vous l'entendez. Là, le moteur thermique est démarré. Alors, il va avoir un régime un poil plus haut. Alors, donc là, vous voyez, par exemple, la voiture s'est arrêtée toute seule, mais c'est moi qui ai dû redémarrer. Donc, elle n'a pas redémarré toute seule. Donc, le moteur thermique va avoir un régime un poil plus haut pour pouvoir recharger la batterie. Donc, quand on est à l'arrêt ou quand on roule. Donc là, je lui ai demandé de recharger jusqu'au maximum. Si par exemple, là, il me reste 12 km d'autonomie, je lui dis 10, eh bien, il va se couper automatiquement, puisqu'il sait que j'ai plus de 10 km d'autonomie restante en batterie et il va conserver ensuite, à chaque fois que ça passera aux alentours de 10 km, l'énergie pour pouvoir repasser en moteur thermique pour pouvoir toujours me laisser de la pêche. Le rond-point de conduite dynamique, hop, alors vous voyez, je suis quand même aussi pas mal emmené. La tenue de route a l'air vraiment plutôt bonne, hop. On fait un peu crisser les pneus. On a un petit sous-virage qui se contrôle vraiment très bien. Hop. Et donc j'ai une direction. Alors je dirais pas qu'elle m'emmène exactement. Enfin, elle m'emmène où je veux, mais elle n'est pas hyper précise. Elle reste vraiment très très souple. C'est pas du tout sportif du tout. Je vais essayer de voir si ça me change quelque chose quand je passe en mode sport. Donc en mode sport, la voiture relance tout de suite beaucoup plus dynamiquement. Dans la direction, ça change pas grand chose. Peut-être un petit poil. Ouais, elle s'est durcie un petit peu. Et hop. Donc au final,
pas mal. Donc on sent qu'on est dans un SUV, qu'on est un petit peu haut. La voiture penche pas trop, ça c'est bien. Donc on n'a pas trop de roulis sur l'auto. Par contre si ça relance quand même bien. Hop. Donc non, un comportement plutôt sain. C'est pas fait pour aller vite. C'est pas une voiture qui est faite pour avoir un comportement très dynamique. Mais au final, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc je me remets sur mon mode hybride. Hop, je vais enlever mon e-save et je me remets en électrique. Donc là, mon contour il retourne à 0. Je vois mes petits flux là-bas. Je peux vous remettre les flux ici pour voir ce que ça donne. Et là, je suis repassé en tout électrique dans le silence. Donc le e-save, vous avez le choix, soit 10, 20 ou recharger au max. Ce qui peut être utile sur autoroute, par exemple quand vous faites de l'autoroute, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut conduire 2 km pour recharger 1 km d'autonomie. Ça, c'est la moyenne à peu près qu'on a sur quasiment tous les véhicules. Donc vous allez consommer beaucoup plus, c'est quasiment 30 à 40% de plus lorsque vous allez mettre le e-save pour pouvoir récupérer de l'énergie avec le moteur thermique. Après, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup de recharger de cette façon. Pour moi, c'est vraiment l'idéal de recharger à la maison ou sur une prise. De cette façon, ce ne sera pas forcément le mieux puisque vous allez au final consommer plus d'essence pour pouvoir rouler en électrique. Sauf si vous êtes sur autoroute, vous savez que vous allez rentrer dans une zone où c'est rempli de bouchons. Là, ça peut valoir le coup un petit peu de recharger. Mais même quand vous êtes en mode hybride, la voiture, quand vous serez à l'arrêt, eh bien, elle s'arrêtera. En gros, c'est comme si on avait un énorme start and stop puisqu'on a des batteries qui sont faites pour avoir un mode électrique. Donc au final, l'intérêt, c'est si vous savez que vous allez faire vraiment beaucoup de bouchons, pourquoi pas. Sinon, recharger à la maison. C'est franchement l'idéal. Très serré. Hop. Voilà, comme je disais, on a un poil de sous-virage. On peut emmener l'arrière un petit peu. Et si je réaccélère à fond, ça monte haut dans les tours, jusqu'à 6000 tours. Et ça vous emmène, franchement, sans souci. 225 chevaux, c'est quand même 225 chevaux. Allez, on va aller faire un petit tour sur autoroute. Quand vous relancez en mode sport, ça vous emmène vraiment haut dans les tours. Alors on a un moteur qu'on entend, hein, puisque bon, quand ça monte à 6000 tours, un moteur c'est normal. Donc je vais me remettre aux alentours de 50 pour vous faire une accélération franche et sans série. Donc hop, allez c'est parti, à fond. Hop, et voilà, j'ai déjà quasiment 100 km/h. Donc ça relance franchement bien, en tout cas dans ce mode sport. Donc on va réessayer le mode électrique puisque on a une voiture hybride rechargeable. Donc le but c'est de rouler le maximum possible en électrique. Donc là la voiture est repassée en full électrique. Donc même en électrique, si je veux. Donc main serrée, hop, regardez. Donc là je suis juste en électrique. 80, 87, 90, 95, ça relance assez efficacement. On va essayer donc de se mettre à 90. Je me suis mis mes assistants de conduite, le volant et la voiture conduit toute seule. Maintenant, c'est à son tour de jouer. Sur autoroute, ça c'est vraiment le terrain de prédilection de toutes ces aides à la conduite. Autoroute, nationale, départementale, quand c'est bien tracé. Une 2 fois 2 voies comme ça, la voiture, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Donc à 90, là aujourd'hui, on a un petit peu de vent, on l'entend un petit peu au-dessus, donc ça aussi, ça joue avec les barres de toit. Si on n'a pas de barre de toit, eh bien ça fera un petit peu de bruit en moins. Mais au final, là on a un goudron assez rugueux, donc on a un petit peu de bruit de roulement. À 90, ça reste super confortable, donc la voiture roule là actuellement en 100% électrique. On va aller se mettre à 110, donc hop, j'ai deux choix pour me remettre à 110 selon les panneaux, soit j'appuie 2 fois sur même, qui va mémoriser la vitesse que les panneaux m'affichent, soit je peux régler avec les touches derrière, km/h par km/h ou 10 en 10 si je reste appuyé. Et il y a un truc, ça certaines ne le font pas toutes. Là par exemple j'ai réglé 110 km/h, mais je suis à droite de cette voiture. Et elle connaît la règle, on ne double pas par la droite. Donc elle ne double pas la voiture. Donc il fallait que je me mette à gauche pour pouvoir doubler. Ça c'est une bonne chose aussi. Ça vous rappelle le code de la route. Moi, je vais vous faire relance 90, 110, donc à fond. En fait, il n'y a pas de bruit, je suis déjà à 110. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça relance quand même bien. 90, 110, ça a été assez rapide. Mais tout ça dans le silence, il faut bien regarder son compteur en fait.
Donc à 110 km/h, pareil. Aucun bruit de moteur, hein, bien sûr, puisque c'est un moteur électrique, donc concrètement ça fait pas de bruit. On a un peu de bruit de roulement, très léger toujours. Légèrement du bruit du vent, mais comme si vous voyez l'éolienne là-haut, ça tourne quand même pas mal aujourd'hui, ça souffle pas mal. Donc on a une voiture très confortable. Et surtout, la C5 c'est une voiture familiale qui est faite pour faire de la route et on pourra franchement en faire sans souci. Allez, on va essayer de passer à 130 km/h en full électrique. Donc comme j'ai dit, cette voiture peut rouler jusqu'à 135. Donc là, je suis à 130 km/h, toujours en full électrique. Et il n'y a absolument aucun bruit, c'est toujours pareil. Donc là, on commence à entendre un petit peu plus de bruit du vent. 130 km/h, c'est normal, quasiment toutes les voitures ont un peu de bruit du vent. Et au final, c'est toujours très agréable. Donc par contre, en full électrique, à 130 km/h, la batterie ne fera jamais 50 km, peu importe les conditions. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on divise quasiment par deux. Et c'est pareil, si vous passez par exemple de 130 à 135, eh bien, ce ne sera pas juste 5% d'autonomie en moins, ce sera quasiment 20%, puisque la force du vent, eh bien, ça ne se multiplie pas par deux. Par exemple, si on fait 100 km/h, 200 km/h, c'est vraiment exponentiel. Donc sur autoroute, comptez plutôt entre 18 et 22-23 km si vous êtes à 130 km/h selon la température. À 110, on sera aux alentours entre 20 et 25. Et sinon, la moyenne, si vous faites vraiment un mix entre de l'urbain et de l'extra-urbain, comptez environ 30-35 km en full électrique. Si vous faites que de la ville, là on s'approchera facilement des 50 voire 55 km, mais seulement sans dépasser les 50 km/h. Alors, on est sur une petite route où il n'y a personne, on va se faire un petit test d'accélération. C'est parti. Allez. Donc ça pousse bien jusqu'à un peu plus de 6000 tours. Ça envoie quand même pas mal, hein. Hop, et on est déjà à 100. Franchement, 225 chevaux dans un C5, ça marche plutôt pas mal, hein. Si vous avez le pied lourd, vous allez en surprendre plus d'un. Il y a les tests des 0 à 100, donc avec le compteur directement sur la chaîne, si vous voulez les voir également. Donc, allez, on va se tester un gros freinage. C'est plutôt efficace, hein. Le freinage est très bon, là on a un sol sec. La voiture ne plonge pas trop, donc elle s'emmène quand même un petit peu, on a une tonne 7. Au final, le freinage, vraiment bon. Alors cette fois-ci, je suis en ville, mais je n'ai plus du tout de batterie, donc je suis passé sur le mode hybride. Donc là actuellement, c'est le moteur thermique qui produit de l'énergie, et quand je relâche, eh bien le moteur thermique s'éteint, donc comme on peut le voir sur les flux ici, pour recharger la batterie dès que je vais freiner. Et lorsque je serai à l'arrêt, eh bien c'est encore comme un énorme start and stop qui vous coupe le moteur bien avant d'être arrivé au feu. Et lorsque vous allez redémarrer, par exemple si je relâche doucement, vous voyez, ça va redémarrer seulement en électrique, puisque toute la récupération que la voiture aura fait sur la phase de freinage, eh bien ça va l'aider à récupérer justement un petit peu d'énergie à ce moment-là. Alors, il y a un truc que j'adore sur les voitures récentes aussi, c'est le parc assist. Donc je clique sur parc assist, entrée en bataille. Donc là je vois qu'il y a une place. Donc la voiture cherche à droite. Hop, donc elle scanne, elle scanne, elle scanne, elle scanne. Hop, donc elle me dit qu'elle a trouvé une place. Ok, donc elle me dit reculer et lâcher le volant. Donc je lâche le volant. Et la voiture, normalement, doit faire ça toute seule comme une grande. Donc je lui fais confiance. Elle connaît ses dimensions. Hop. Donc juste à gérer le frein. Et là, elle me dit stationnement terminé, donc parking. Et voilà, je suis garé. Ça aussi, c'est quand même vraiment sympa. Je disais que là, j'étais en hybride et que je n'avais plus du tout de batterie. Donc l'affichage de batterie m'indique 0 km. Mais comme vous pouvez l'entendre depuis tout à l'heure, eh bien je suis toujours sur l'électrique, puisque il restera toujours un petit peu d'électricité quasiment à chaque freinage. Donc hop, et là par exemple ça m'a redémarré le moteur, je refreine, ça me recoupe le moteur. Donc la voiture est intelligente, dès qu'elle peut, elle va toujours garder une toute petite quantité de batterie pour lorsque vous allez être arrêté
pour pouvoir justement profiter de ce calme et de ce silence à l'arrêt, sans vibration, sans rien. Donc ça, c'est le gros point positif. Et là, j'ai fait donc 20 km quasiment en étant en hybride, donc ça veut dire plus de batterie. J'ai fait du 110, du 90, traversé un petit peu de ville, et j'ai une moyenne à 5 litres au 100. 5 litres au 100 pour un gros bébé de cette taille-là, je trouve ça plutôt correct en hybride. Donc là voilà, sur 20 km. Alors que la moyenne que j'avais de base sur 130 km, alors en ayant fait les 0 à 100, les accélérations et autres, j'étais sur 5 litres 9 en ayant fait du 110, du 130, beaucoup d'autoroutes. Donc c'est plutôt correct. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce C5 Aircross? Donc, c'est une voiture familiale, on a 5 vraies places, puisque même à l'arrière, c'est des sièges indépendants. On a une bonne habitabilité à l'intérieur, on a de la place pour tout le monde. Niveau consommation avec l'hybride, donc comme on a pu le dire, si on fait vraiment que l'électrique, on est sur du 0 litre 100. Alors oui, ça ne fait pas 100 km exactement, selon votre utilisation. Comme on dit souvent, la moyenne européenne, c'est 31 km journalier. Donc là, ça rentrerait parfaitement dans un cycle 100% électrique. Sinon, on a une consommation vraiment contenue en mode hybride, puisque la régénération aide à chaque freinage. On a les batteries qui se rechargent toujours un petit peu. La voiture aide avec les batteries le moteur. Donc on a ce 1,6 litre 180 chevaux. Donc c'est pas forcément le plus petit de tous les moteurs, mais je trouve que c'est plutôt contenu. Ce qu'on notera, c'est surtout la facilité d'utilisation pour passer du mode électrique au mode thermique, et la facilité de recharge, parce qu'on peut vraiment le recharger à la maison, et en 7 heures, c'est vraiment le soir, vous le branchez et vous revenez le matin et c'est bon. On peut aussi prévoir les cycles pour qu'il fasse bon dans la voiture lorsque vous partez le matin. Si la voiture est dans le garage ou même dehors, vous mettez une petite rallonge. Selon où vous habitez, c'est plus ou moins accessible, mais en tout cas, ça c'est une bonne chose également, puisque recharger et mettre la bonne température le matin, programmée, c'est mieux, puisque ça évite de décharger la batterie et il fera déjà bon dans l'habitacle. Donc au final, c'est un hybride sympathique qui a l'avantage d'être rechargeable. Alors pour certains c'est un avantage, pour certains ça n'en est pas un. À vous de me dire aussi également ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez un hybride rechargeable ou un hybride simple? Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Nicolas et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais.